C'est une légende, Pablo Escobar, un simple garçon de Colombie qui, au cours de sa vie, est devenu le baron de la drogue le plus célèbre du monde, et par conséquent, le criminel le plus riche de tous les temps. Au sommet de sa réussite, Pablo Escobar avait une fortune qui s'élève aujourd'hui à 64 milliards de dollars, des milliers d'employés, sa propre armée privée, le contrôle en sous-main de toute la Colombie et un style de vie absolument déjanté, avec son propre zoo, de nombreuses femmes et bien sûr beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, nous voulons vous raconter toute l'histoire d'Escobar. Nous vous montrons comment son enfance l'a marqué, comment il a pris pied dans le milieu criminel et a lentement construit son empire, quel était son style de vie abracadabrant et quelles erreurs il a commises, de sorte qu'il a finalement pu être attrapé et détruit. C'est l'histoire de ce qui est probablement l'affaire criminelle la plus complexe de ces derniers siècles. Nous commençons tout au début, dans la petite ville colombienne de Rio Negro, en 1949. Fils d'une institutrice et d'un éleveur de bétail, Escobar est né à cette époque, le troisième de 7 enfants, dans une période de trouble. Plus de 97% de la population colombienne était alors extrêmement pauvre et contrôlée par une petite élite au pouvoir. C'est pourquoi des guerres civiles violentes et intenses ont éclaté dans toute la Colombie, le chaos et l'anarchie régnaient dans tout le pays. Et Escobar n'a pas été épargné dans son enfance. Sa famille a déménagé plusieurs fois et très tôt, Pablo s'est égaré. À 13 ans, il a rejoint une bande de jeunes et a commencé à consommer des drogues comme la marijuana. Peu de temps après, il a cessé d'aller à l'école en signe de protestation et a glissé de plus en plus dans le milieu criminel. Dès son adolescence, il fréquente donc régulièrement le quartier rouge de sa ville et y rencontre de nombreux criminels locaux et des personnalités de la pègre. C'est ainsi qu'il a obtenu ses premières armes à feu à l'adolescence. Pablo, et d'ailleurs sa famille, savaient déjà à cette époque qu'il n'aurait jamais de vie légale, mais les vols et la contrebande dont il vivait à l'époque ne suffisaient pas à Pablo, qui avait alors une vingtaine d'années. Il a donc commencé à enlever des citoyens aisés de sa ville natale, par exemple des employés de haut rang, des hommes politiques et des entrepreneurs. Il a ensuite exigé des rançons et s'est ainsi fait une première petite fortune. Mais il était également connu pour sa cruauté, car la plupart du temps, après avoir reçu sa rançon, il exécutait tout de même ses victimes afin de montrer sa puissance. À cette époque, la cocaïne était en train de devenir une drogue à la mode, et Escobar a senti qu'il avait sa chance. À cette époque, un homme du nom de Fabio Restrepo était l'un des premiers trafiquants de drogue de Colombie. Avec un pilote privé du nom de Rubin, il transportait plusieurs fois par an de la cocaïne de Colombie à Miami. Escobar s'est donc familiarisé avec Rubin, c'est-à-dire avec le pilote de Restrepo. Après avoir gagné la confiance de Rubin, il a tué de sang-froid son patron, Fabio Restrepo. Pablo Escobar a ainsi pu suivre ses traces et a commencé à exporter de la cocaïne par avion vers la Floride. Mais même cela ne lui suffisait pas, bien qu'à l'époque, un seul vol lui rapportait déjà plusieurs centaines de milliers de dollars dans la monnaie actuelle. Il a donc acheté des dizaines d'avions de tourisme et a commencé à construire de vastes plantations de coca à Medellín, où des centaines de personnes étaient employées pour traiter sa marchandise. Avec ces moyens, il est devenu au fil des ans l'un des plus grands trafiquants de drogue du monde et a fini par contrôler jusqu'à 80% du marché international de la drogue. Parallèlement, Escobar est devenu de plus en plus connu au fil du temps. Pour les pauvres de Colombie, il est même devenu une sorte de héros populaire. Il a en effet financé plusieurs hôpitaux et écoles, a même fait construire un stade de football dans sa ville natale et a également construit des restaurants, des immeubles de bureaux et des hôtels. Entre-temps, il était si populaire qu'il est entré au Congrès colombien en tant que membre du Parti libéral, où il a toutefois démissionné peu de temps après. Mais bien sûr, ses manœuvres étaient plus que brutales d'un autre côté. Il disposait ainsi d'un petit commando composé de plusieurs personnes chargées d'éliminer les policiers et les juges qui devenaient dangereux pour lui. Sur ordre d'Escobar, 30 juges et plus de 450 policiers sont ainsi morts. En outre, il se vengeait régulièrement de ses concurrents et de ses collaborateurs qui voulaient lui nuire. Au total, jusqu'à 4000 personnes auraient ainsi perdu la vie à cause d'Escobar.
En 1979, alors qu'il était déjà le plus grand criminel de Colombie, il a acheté un ranch de 3000 hectares en Colombie pour 63 millions de dollars. Il y a passé les années suivantes et le ranch est devenu l'un des endroits les plus célèbres d'Amérique du Sud. Le ranch disposait ainsi de son propre aérodrome, d'une piste d'atterrissage pour hélicoptères, de son propre réseau routier, d'une arène de corrida, d'un cabinet médical pour femmes, de plusieurs villas, de piscines et de lacs artificiels, de terrains de football, de tennis et de golf et même de son propre zoo. Des buffles, des lions, des rhinocéros et bien d'autres animaux exotiques. C'est à peu près à cette époque qu'Escobar, alors âgé de presque 30 ans, s'est marié avec Maria Victoria Vallejo, une jeune femme de 15 ans, avec laquelle il a eu 2 enfants. En fait, leur mariage a même été décrit comme heureux, bien qu'Escobar ait été très infidèle à sa femme. Il fréquentait régulièrement diverses jeunes femmes et faisait venir dans son ranch, pour lui et ses invités, parfois même des reines de beauté, afin de s'amuser avec elles. Mais il les faisait aussi participer à des concours humiliants et leur rasait par exemple les cheveux lorsqu'elles perdaient. Mais Escobar était aussi, selon toute apparence, un homme de famille. Des photos historiques prouvent qu'il passait beaucoup de temps avec sa famille et surtout avec son fils, mais en fait, cet amour pour sa famille lui a été fatal à la fin. Car ce sont surtout les dernières années de la vie d'Escobar qui montrent l'incroyable énergie criminelle qu'il habitait. À la fin des années 80, l'État colombien a en effet adopté la loi dite « Los Extradiables ». Cette loi stipulait que la Colombie extraderait désormais vers les États-Unis tous les trafiquants de drogue et les contrebandiers qui faisaient des affaires aux États-Unis. Pablo Escobar était sur le point de passer sa vie dans une prison américaine, mais il s'est défendu, il a utilisé toutes ses troupes et tous ses hommes pour mener une véritable guerre contre le gouvernement colombien depuis ses 6 arts, c'est-à-dire sa mission, il a fait assassiner des centaines de policiers, de juges et d'hommes politiques et même le président de l'époque, le candidat Luis Carlos Galán. Il a même posé des bombes dans la capitale colombienne, Bogota, pour semer le chaos et a incité la population à s'en prendre aux autorités et à la police en mettant à prix des milliers de dollars pour chaque fonctionnaire mis hors d'état de nuire. Les affrontements ont duré près de 2 ans et ont semé la terreur en Colombie. Mais Escobar a alors réussi un coup d'éclat, lors de négociations de paix, il a réussi à convaincre le gouvernement de ne pas l'extrader. Au lieu de cela, il a été incarcéré dans une prison luxueuse qu'il avait lui-même construite. De là, Escobar a même continué à faire des affaires pendant un certain temps, rencontrant par exemple ses partenaires commerciaux. C'est pourquoi, en 1991, il devait être transféré dans une autre prison en Colombie. Il a alors pris la fuite avec l'aide de quelques complices. Et il y est effectivement parvenu. Après son évasion, Escobar a réussi à disparaître complètement pendant 16 mois. Personne ne savait où il se trouvait, pas même ses associés. Et ce, malgré le fait que toute la police colombienne et les forces spéciales des États-Unis étaient à sa recherche. Après 16 mois dans sa cachette, Escobar a commis une erreur. Il a téléphoné à son fils pour avoir de ses nouvelles. Pendant ce temps, la Didi a mis sur écoute plusieurs téléphones à Medellín et a ainsi découvert Escobar. Lors d'une descente de police, ils ont finalement mis hors d'état de nuire celui qui était alors l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Mais ce n'est que la version officielle. Selon son fils, Escobar aurait en effet délibérément révélé sa cachette et ne l'aurait appelé que pour lui dire qu'il voulait désormais mettre fin à ses jours. La manière dont s'est déroulée la fin du criminel le plus puissant de ces derniers siècles n'est donc pas certaine à 100%. Ce qui est indéniable, c'est que Pablo Escobar a laissé une trace énorme dans son pays et dans le monde entier. Aujourd'hui encore, des centaines d'immeubles, de complexes d'appartements et autres construits par ses soins sont toujours debout. Son ancien ranch a entre-temps été transformé en parc de loisirs. Dans une petite partie de la population colombienne, il y a encore des gens qui le vénèrent et qui ont par exemple des photos de lui dans leur salon. Plus de 20 ou 1000 personnes ont assisté à ses funérailles et Escobar a bien entendu laissé son empreinte dans la culture. Des dizaines de livres et de films ont été produits sur lui, et même une série Netflix entière avec Narco.
Son portrait est également souvent repris comme motif pour des vêtements et d'autres artworks, sans oublier que son cas fait partie du contenu pédagogique de nombreuses formations en criminologie et qu'il est bien sûr aussi l'objet de cette vidéo. Mais que pensez-vous d'Escobar et de son histoire? Et comment pensez-vous que sa fin de vie s'est réellement déroulée? Faites-nous part de vos réflexions dans les comments. Ah oui, et en effet, le crime organisé à grande échelle existe encore aujourd'hui, même ici en Allemagne. Si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo que nous avons réalisée sur la vie intense d'un chef de clan allemand. Sinon, abonnez-vous à Bon à savoir pour en savoir plus et à la prochaine fois, ici, chez Bon à savoir ici.